À travers son cinéma, nous avons compris que le cinéma, c'était aussi une matière. Ouais, bon, fait chier ce petit, hein. Bon. Cornio. Je ris toujours en voyant ce film. Et bon, voilà, ça marche plus ou moins. Comme quoi, le DVD, hein, c'est pas mal. Bienvenue. Merci, bienvenue. Merci. Voilà. Vous êtes donc à JM Vidéo, qui est l'un des 2 derniers vidéoclubs à Paris, un des seuls endroits où on peut louer des films. Quel est, vous, votre rapport en tant que cinéphile, pas en tant que cinéaste, mais en tant que cinéphile, au DVD, au physique? Je continue à en acheter. Moi aussi. Et genre, mais j'en regarde beaucoup. Oui, mais ce que je regrette beaucoup, dans la ville où j'habite, à Liège, il y a encore un magasin DVD, ceci mais en plus petit, hein, et ben, c'est Amazon, quoi. Ou bien des autres, mais c'est plus aller au commerce. Voilà. Ça, c'est dommage. Moi, j'en regarde beaucoup, et j'arrête. Je regarde comment le film est fait, comment c'est construit. Ça sert, c'est vraiment un outil de travail, en fait. Ouais. Mais en même temps, j'aime bien aussi découvrir des films que j'ai pas pu voir à la cinémathèque. Mais j'ai remarqué, le temps passant, que les DVD des films, je n'ai aucun DVD de films que j'ai vus à la cinémathèque. Ah. Des classiques, des films du patrimoine, comme on dit. Et c'est très rare quand je l'ai aussi en DVD. Bon, voilà, mais sinon, je suis un adepte. Bah, j'imagine qu'il y a des DVD que vous avez sélectionnés, que vous avez peut-être vus à la cinémathèque, mais on peut commencer. Derrière vous, il y a le rayon italien. Je ne sais pas s'il y a des films qui vous parlent particulièrement. Ah. Allez, Europe 51. Alors, le pantone italien. De Rossellini. How's it going? Oh, so. Courage now. It could have been much worse, you know. Oh, I just can't understand. Come now. Je pense que c'est le film que j'ai le plus vu et revu. Parce que c'est Ingrid Bergman. Parce que c'est d'une telle, je sais pas comment dire, d'une telle évidence, comme cinéma, comme mise en scène, d'une telle simplicité, et pour dire des choses si importantes. Avec, comme Rossellini, toujours un sens de l'ellipse extraordinaire, et que les scènes que tout le monde ferait, parce qu'il semble aller de soi qu'un l'enfant qui vient de mourir, si la mère et le père sont dans le canapé comme ils sont, on vient l'annoncer, Rossellini coupe. La scène suivante, si je me souviens bien, Ingrid Bergman est dans son lit. If you won't take care of yourself, somebody has to do it for you. Oh, thank you. No, please let me finish. Ce qui est bien chez Rossellini, je trouve, c'est comment, à travers, ici, entre autres, le corps d'Ingrid Bergman, à travers tous ses déplacements, comment il nous raconte le cheminement spirituel de cette femme. Et j'avais pas bien compris la première fois que je l'avais vu. J'avais compris que c'était une forme d'enfermement. Oui, c'était une forme d'enfermement, mais elle ne se révolte pas dans cet enfermement. Elle pense que sa place, elle est là. Oui, c'est un chemin vers la sainteté, si on veut. Hein, quand il y a les paysans là qui sont dehors, tous les gens qu'elle a vus pendant le film, tous les pauvres, la pauvreté qu'elle a découvert pendant toute la durée du film. Très bien. J'ai découvert Rossellini, un film aussi de Rossellini, Allemagne année zéro. Over there, that white concrete building is Hitler's air raid shelter. And there, in front there is where they burnt the bodies of Hitler and Eva Braun. C'est l'histoire d'un enfant qui, comme dans l'autre film dont Jean-Pierre vient de parler. Et cet enfant va prendre le sort du monde sur lui, c'est-à-dire ce que le nazisme a été. C'est cet enfant qui va assumer. Tout le monde se débrouille pour ne pas le faire. Ceux qui l'ont été continuent là de vivre un peu dans les ruines. Et l'enfant qui va tuer son père, sous les conseils de son ancien instituteur nazi et pédophile, le gamin va donner un médicament à son père qui est un faux médicament et le père meurt. Parce que l'instituteur lui a dit, son ancien instituteur, tu sais, ton père c'est un inutile. Les inutiles, ils peuvent disparaître. Hier, Vater. Ja, Edmund hat ihn dir besorgt. So? Schmeckt merkwürdig. Et de cette faute qu'il a commise, il ne s'en remettra jamais, et il va se jeter de haut d'une ruine. La grande idée, bon, ce film, on peut dire un peu facile. Oui, mais très intéressant. Et le gamin, et ça, il faut voir le film plusieurs fois pour s'en rendre compte, parce qu'on disait, oui, il se suicide pas, il se suicide. Bon, il se suicide. Il a le courage de faire ça, au nom de tout ce peuple qui a collaboré au nazisme. Ben lui,
parce qu'il a commis ce qu'il a commis, qu'il ne s'en remet pas, il va monter dans les ruines un peu comme un enfant en train de jouer. Il ne sait pas qu'il va se suicider. Et vous le suivez avec des plans très libres de Rossellini, on voit, il marche, il joue, il essaye de jouer sur un jeu de Marel, si je me souviens bien, et il veut jouer au foot avec les autres gamins, mais il n'est plus un enfant. C'est celui qui est en train de prendre conscience du drame, de son drame personnel, mais aussi nous, spectateurs, nous pouvons lire que c'est au nom de l'Allemagne, tout ça, qu'il le fait. Enfin, pour racheter, pour Allemagne, année 0, c'est l'année où on recommence. Ou on recommence pas, ou on recommence, on ne sait pas. Bon. Et lui, il va arriver au haut d'une ruine, et il va regarder le sol, et il met sa main, comme un enfant peut faire. C'est haut. Il met sa main, et puis il se jette. Et en bas, il y a une dame qui va passer, qui va découvrir le gamin, l'instant après, qui s'agenouille et qui le prend comme ça. Un peu comme une piéta. Okay. Et c'est magnifique qu'à travers l'histoire d'un enfant, magnifique également, mais il n'y a pas que Rossellini qui l'a fait, Billy Wilder l'a fait aussi, mais d'aller filmer dans les ruines, juste à Berlin, juste après la guerre, d'avoir cette idée. Et en même temps, d'essayer, à travers l'histoire d'un enfant, donner la dimension du drame qu'il y a eu, même si à ce moment-là, on ne parlait pas encore de la Shoah, bon, mais vous sentez qu'elle est là, même s'il n'en parle pas. Et j'ai trouvé ça, ce film extraordinaire, d'autant plus extraordinaire que Rossellini avait des scénaristes communistes qui disaient « Ouais, mais non, tu peux pas, c'est triste, il faut montrer que le peuple a quand même résisté, il y a eu des Allemands qui ont résisté. » C'est vrai. Mais Rossellini a refusé. Et il s'est disputé avec ses scénaristes pour faire son film, qui n'a pas marché. Ça n'a pas marché. L'histoire que je racontais, vous avez compris pourquoi ça peut difficilement marcher. Ça n'a pas marché, mais comme témoignage, c'est extraordinaire. Nanni Moretti, un héritier. C'est difficile d'hériter du cinéma italien de cette époque. Enfin, de Rossellini, Pasolini, Visconti, c'est difficile. Et Moretti y est arrivé. Et j'ai choisi ce film-là de Moretti parce qu'il y avait trop longtemps que je n'avais pas vu. Et je trouve que ce film est d'une férocité, mais d'un humour féroce, terrible. Pietro, è il papà che ti parla. Ho bisogno ancora di 1 mese e mezzo, dammi 1 mese e mezzo, devo fare quel documentario sulle elezioni, ti ricordi di cui ti avevo parlato? Et quand le début, la première scène où Moretti est avec sa mère et qui sont là, qui regardent la télé, et qu'on voit Berlusconi, qui a un débat télévisé, et que c'est D'Alema qui représente le Picci, qui existe toujours à l'époque, et que Moretti est là, qui, bon, je veux dire en italien un peu, D'Alema dit qualcosa di sinistra, et il ne dit rien, et puis à la fin, lui, il dit qualcosa. Et ça n'a pas bougé, c'est la même chose aujourd'hui, dit qualcosa, c'est puis dit qualcosa, et puis la rencontre avec un journaliste français, et ils sont là face à face, et le journaliste français lui dit, oui, mais enfin, il y a l'extrême droite est au pouvoir, l'extrême droite est quand même au pouvoir, et Moretti lui répond, ça l'a changé, puis il éclate de rire. Quel partito è in atto una trasformazione. C'est un film familial, c'est sa femme, son fils, ses copains. Il filme son anniversaire, il se moque de lui-même. Enfin, il se moque de lui-même, s'obliger à parler de l'Italie. Il dit, putain, ça me fait chier de parler d'Italie. Merde. Moi, j'ai envie de faire, oui, ça me fait chier, c'est ce qu'il dit tout le temps, en fait. En gros, ça m'emmerde. J'en peux plus quand il découpe les trucs de journaux et tout, il n'en peut plus. Il suffoque, hein. Littéralement, il suffoque. Et il a ce rêve. Et on passe, dans son film, d'une chose. Là, il y a 3 degrés différents, quoi. Il y a ce film dont il rêve, du pâtissier trotskiste, le documentaire qu'il va faire sur l'Italie, et il n'est jamais là, il est avec son parlophone, les interviews, il se barre, il n'est pas là, et sa vie de famille. Où à un moment donné, il y a un gars qui lui dit, Nanni, tu sais quel âge tu as? Regarde, si on va sur le mètre, tac, il te reste ça pour encore faire des films. Et son rêve de vouloir faire une comédie musicale, peut-être il la fera, Nanni. C'est formidable. Les 10 dernières minutes de la comédie musicale, c'est extraordinaire. C'est léger, beaucoup d'humour, comme seuls peut-être les Italiens arrivent à le faire. Voilà. Très bien. Oui, Moretti, il a fait un autre film, mais je regardais, vous l'avez pas. La chambre du fils. Très brièvement, il y a un moment, vers la fin du film, quand il retrouve il perd, donc c'est une famille, un couple qui perd son fils. Et ils s'en remettent pas. Ils n'arrivent pas à faire le deuil, c'est très difficile. Et il retrouve la fille, qui était son amie, l'amie de ce garçon,
Et il la salue, la conduit, je ne sais plus si c'est à la frontière, je ne sais plus où prendre le train ou l'avion, près d'un aéroport. Ouais. Et il la salue. Et la fille, elle continue, elle va vivre une autre vie. Et il arrive à repartir et puis il se retourne et après ça, ils repartent en voiture et on a vraiment le sentiment que la vie revient. Et que chez eux aussi, la vie peut faire retour. Qu'on ne reste pas dans la mort du fils, même si c'est terrible, on ne retournera peut-être pas dans sa chambre tout de suite, on n'enlèvera pas les meubles, etc. Mais quand même, la vie continue et cette fille qui était l'amie de leur fils, en est le témoin, voilà, celle qui va continuer à les ramener à la vie, à les tenir encore dans la vie. Mais Moretti, il est drôle parce que c'est un comédien, réalisateur, mais comédien. Il a joué dans ses films. Et il était venu à Bruxelles pour parler de son travail. On a vu un film inédit, là, qu'il avait tourné dans une pharmacie de New York, aux États-Unis, une pharmacie italienne qui va les gens ferment leurs portes. Ouais, c'est un très beau film. Prennent la retraite. Et, à un moment donné, on lui pose des questions, la salle, etc. On passe le micro. Puis il dit, momente. Et il sort son téléphone et il recommence comme si on l'appelait de la salle pour lui dire combien faisait tel film. Et il recommence. Et c'est comédien. Si, grazie. Puis il dit, bon, voilà, ça marche plus ou moins. Vous avez sélectionné un film juste un peu à côté de Kiarostami, oui, qui n'est pas son plus célèbre. Non. Je l'ai beaucoup aimé. Je ne l'ai pas revu. Et je n'ai revu aucun film avant de venir ici. Moi, ce que je retiens de ce film, c'est ce petit garçon qui a une conscience morale, puisque son ami est un petit garçon qui n'a pas son cahier pour faire ses devoirs, et s'il n'a pas son cahier, quand il va revenir à l'école le lendemain ou le lundi, je ne sais plus exactement, il sera puni. Et il va parcourir tous les paysages, les villages, avec cette question, je dois trouver où est la maison de mon ami, pour lui éviter une punition. Qui est très important pour un enfant, parce que la punition, c'est le pire, si je peux dire. Et donc, il va rencontrer des gens et tout, et il va dire, oui, mais je dois lui rendre. Et tout le monde s'en fout. Tout le monde dit, ouais, bon, fait chier ce petit, hein. Bon. Et finalement, il va la retrouver, mais c'est magnifique moi, je dis toujours que sa petite tête ressemble à un petit point d'interrogation. Oui, il dit, où est la maison de mon ami? Et il vous pose la question, ouais, sa petite tête avec ses deux yeux, son petit nez, ça fait comme une question, quoi. Comme s'il était une question, qui est la question morale, qu'il pose à tous ces gens qu'il rencontre et qui évitent la question, qui disent, bon, allez, quand même, quoi, ton ami, on verra, voilà. Donc j'ai beaucoup aimé. Alors, voilà, Carla Simone, j'avais vu Nos Soleils, j'avais vu en salle, et je me dis, putain, voilà, ça, c'est un bon film, c'est un bel univers. Je disais ça aussi parce que je me disais, tiens, elle s'intéresse aux personnages, un peu comme nous. Il y a une histoire, mais pas une histoire verrouillée. Voilà. Et je n'avais pas vu ce film-là. Et parce que j'ai vu Nos Soleils, que j'ai beaucoup aimé, j'ai appris qu'elle avait fait un premier film, que c'était Été 93, que c'était un peu lié à sa vie, à elle. Et donc je l'ai vu, mais en DVD. Comme quoi le DVD, hein, c'est pas mal. Bien sûr. On peut découvrir des choses aussi, revoir, mais découvrir. Et j'ai découvert ce film que je trouve formidable. La petite fille ici. Bon, le nom, malheureusement, je ne peux pas vous dire, est extraordinaire. Tout le mystère qui plane sur tout le début du film, et comment on reste avec cette petite fille, son visage, et le son, qui crée une étrangeté. Et on se dit que cet enfant vit quelque chose d'étrange, et qu'elle en comprend sans doute des choses, mais on ne sait pas bien. Toute une partie du film, en fait, c'est le visage de cet enfant et des voix d'adultes qui parlent à propos d'elle ou à propos, on va le comprendre plus tard, de sa mère qui est décédée. Hein. Et pendant 1h30, elle va vivre chez son oncle et sa tante. On peut imaginer, ça ne se passe pas bien effectivement, mais pendant 1h30, on attend d'abord. On se dit, mais cet enfant, elle n'en parle jamais, elle ne dit jamais. Ce n'est jamais abordé frontalement. C'est qu'à la fin, que la tante, elle pose la question à sa tante sur sa mère, et puis c'est 10 minutes plus tard, je pense, que cet enfant dans un repas, je pense que c'est un petit repas familial, elle commence à pleurer. Et c'est la fin du film. Et tout le monde comprend pourquoi elle pleure. C'est ce qu'on attend d'une certaine manière depuis
Comment elle va, comment ça se passe, est-ce qu'elle est complètement, est-ce qu'elle s'est tellement fermée que la mort, eh bien, à la fin du film, ben, la tristesse de la mort de sa mère, elle accepte finalement que sa mère soit morte. Et il y a beaucoup de plans aussi où cet enfant, sa cousine, sont dans c'est un peu le soleil, les feuilles, le vent, et qui donne un sentiment de liberté, comme dans le soleil, un sentiment tout le temps de liberté de la cinéaste par rapport à ce qu'elle est en train de faire. Il y a l'air est là et qui souffle, quoi. Voilà. Je vous propose qu'on avance un tout petit peu. Oui. Derrière vous, il y a le rayon des nouveautés. Alors, je crois qu'il y a au moins un film qui vous intéresse là-bas. L'histoire de Suleiman, film extraordinaire, acteur extraordinaire. C'est un film sur Paris. Le Paris qu'on n'a jamais vu. Que personne n'a vu, sauf précisément les migrants qui travaillent au noir, à la recherche de papier, et qui sillonnent la ville le jour, la nuit, pour porter à bouffer aux gens. Et j'ai trouvé ça extraordinaire comme film, d'une simplicité de scénario, c'est-à-dire on suit ce garçon sur son vélo, de dos, de profil. Il rencontre des gens. Et ça, il faut oser le faire, parce qu'il rencontre beaucoup des gens, il est africain, et il rencontre des Africains, qui ne sont pas plus sympas que les Blancs. Au contraire, je dirais même. Parce que tous les Africains qui rencontrent, c'est des exploiteurs. Je m'en fous que tu t'énerves, je veux mon argent. Moi, si je ne te donne rien, je m'en bats les couilles. Je t'avais donné mon corps était opérationnel. Tu payes mon argent. Me pousse pas beau. Paye mon argent. Ce sont des gens au service de qui il est. Parce que ça, c'est le retour de la domesticité, en fait. Ces gens en vélo qui vous apportent à manger, à boire et autre chose. Et ce garçon va aller... Donc de maison en maison, son vélo va être abîmé, donc son outil de travail, c'est magnifique d'avoir pensé que son outil de travail allait être abîmé, cassé, qu'il y aurait ce bruit qui reviendrait tout le temps. Mais on va vers une scène extraordinaire, qui est une longue scène de la fin, où il rencontre donc une représentante de l'État, des services publics, et cette femme va parler avec lui, et comme tous les migrants qui sont sans papier, ils savent qu'il faut raconter telle histoire plutôt que telle autre pour être cru. Sauf qu'ils se trompent. Donc vous êtes entré au parti le 30 mars. Oui. Et le 12 mai, vous êtes élu secrétaire à la sécurité. Oui. C'est rapide comme promotion, vous trouvez pas? Je sais pas, non. Et là, il vient avec une histoire qui ne tient pas debout, c'est celle que tout le monde raconte. Elle lui dit non, ton histoire, dis-moi la vérité. Il raconte son histoire, je ne vais pas la raconter, c'est la fin du film, il faut venir louer ou acheter le DVD ici. Mais, en tous les cas, c'est là qu'on voit une humanité extraordinaire, pas seulement dans son histoire, parce que c'est toute l'histoire liée à sa famille, à sa mère, mais entre cette femme et lui. Ça ne veut pas dire que ça remplace la loi, mais ce qu'il raconte là, la vérité, mérite, si je puis dire, une écoute de la part de l'État et de suivre ce garçon et de lui donner les papiers. Ce que, effectivement, l'acteur a eu, parce qu'il maintenant il a ses papiers. Exactement. Voilà. Alors qu'il ne les avait pas quand ils l'ont casté, quand ils ont fait le casting. Voilà. Donc c'est un très beau film, et je dirais, je crois qu'il a eu les Césars, je crois. Oui. Voilà. Et je l'ai vu au cinéma, mais je l'ai vu aussi en DVD. J'ai été acheter le DVD après, je dis ça, je regarde parce que j'aime beaucoup. Voilà. Je vous propose qu'on avance sur là-bas dans le rayon classique hollywoodien, il y a un film particulièrement important, je crois, pour vous. Ah oui, Luc. Ça, c'est pour moi la plus grande comédie musicale. Do something to perk yourself up and change your attitude. C'est donc Mileni, Vincente Mileni qui l'a réalisé avec Fred Astaire et Sid Charisse et d'autres aussi. Donc Fred Astaire est un ancien acteur qui n'a plus vraiment la cote, fait quelques années qu'il ne joue plus, et on l'appelle pour revenir à New York, et ça commence très mal, parce que quand il est là, il entend parler de lui, on dit qu'il ne fout plus rien, il entend une conversation, et puis il va descendre du train, et il y a beaucoup de photographes. Et il descend, et puis, tu es là, lui dit un ancien qu'il connaissait, un ancien journaliste. Tout d'un coup, une grande actrice descend. Et tout le monde fout le camp pour aller la voir. Elle lui dit... Excuse me, Mr. Hunter. See you later, Tony. Oh, Miss Gardner, will you hold it, please? Smile pretty. Thank you. How long are you going to be in town, Miss Gardner? Et
il arrive donc là où il va devoir être acteur de cette pièce de théâtre qui est en train d'être montée. Pièce tragique qui se manque un peu du tragique, de la grandiloquence du tragique, etc. Et Sid Charry, c'est une actrice qui est grande, lui il est tout petit, et il y a un bon moment, qui reviendra plus tard d'ailleurs, c'est qu'elle le regarde comme ça, et lui, il monte sur un escalier pour être à sa hauteur. Mr. Cordova's busy. Yes, I know, and I rushed so to get here. I'm a mess. Oh, no, you look wonderful. Oh, will you have a cigarette? No, thanks, I don't smoke. Il veut quand même arriver à trouver une sorte d'amitié avec elle, parce que pour jouer ensemble, il faut qu'il y ait quand même une relation d'entraide sur la scène. Et il lui propose d'aller prendre un verre. Et ils arrivent, on voit des couples qui dansent, et ils passent à travers les couples, et ils vont derrière. Et ils entrent dans le parc. Et c'est elle, si je me souviens bien, qui fait le premier pas de danse. Ils marchent, ils arrivent près d'un banc, et elle fait un premier pas, elle lui fait un pas, elle lève la partie, et ils vont s'aimer physiquement. Et c'est magnifique, magnifique. C'est vraiment un éloge de l'amitié dans le travail de la représentation, parce que tout le monde est utile quand on fait une représentation vivante. C'est pas du cinéma. Tout le monde est utile aussi quand on fait un plan pour un film. C'est la même chose. Mais là, ils sont devant le public. Et chacun, celui qui tire le rideau, celui qui enlève le truc, celui qui apporte ceci, celui qui sur la machinerie descend une lampe, et les acteurs évidemment, les chanteurs, tout le monde est utile. Et là, on sent un grand respect vraiment pour je dirais, pour la troupe, pour l'amitié qui parvient à produire des choses extraordinaires qui font rêver le monde entier. Pour l'art du spectacle. L'art du spectacle qu'on retrouve dans d'autres films dont je crois Jean-Pierre va parler, qui est le bookmaker chinois. Super. Bon, on peut passer côté francophone. Alors, côté francophone, il y a beaucoup de choses. Le corneau. Heureux. Je vais prendre un petit scotch. Je peux? Non, la bouteille est là, vous faites la bouteille est là. Ah. D'abord De Funès et Bourvil. Bourvil aussi. Mais les plus belles scènes pour moi, c'est quand ils sont tous les deux. J'aime bien que dès le début du film, on est au cirque, en fait. Si on accepte cette convention que nous sommes au cirque, quand la voiture de Bourvil, boum boum, se déplie, c'est comme au cirque, c'est deux clowns. C'est une catastrophe. Ça n'a rien, c'est pas du tout réaliste, du tout réaliste. Et je vais simplement parler de ce qui m'a le plus marqué, ce dont je me souviens le plus, ce sont les scènes, les deux gars et la bagnole. Parce il y a trois personnages. Il y a Bourvil, De Funès et la Cadillac. Il y en a une qui est dans un garage où De Funès, déguisé en mécano, essaye de tester pour voir si les pare-chocs sont toujours en or, mais ils ne le sont plus. Et Bourvil arrive et il y a un numéro de circulation dans l'espace extraordinaire. Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est vous qui me... vous! Là, faites-moi descendre. Non, mais non. Descendez. La voiture redescend et Bourvil est sur l'échelle. Et voilà, ça c'est un truc qui moi est resté dans ma tête. Je me suis dit, les gars, ça c'est un vrai numéro de comique. Et vous vous dites, tiens, ils ont dû répéter à mort. C'est une grande subtilité, je trouve. Et l'autre, c'est aussi avec la voiture. Mais là, De Funès est seul. Il y a un morceau de musique. Il arrive dans le garage à Naples. Il lui confie la voiture, la Cadillac. Le garagiste napolitain, quand il veut réparer les pare-chocs, il voit, c'est Bourvil il voit que les pare-chocs c'est de l'or, il démonte les pare-chocs, il fout des autres pare-chocs. De Funès vient dans ce garage et c'est plus tard quand ils veulent réparer, parce qu'ils ont aussi troué la voiture, ils ont tiré dans la bagnole et il y a la schnouf qui est sortie de la voiture. Attire! Ah! La schnouf! Et il vient faire réparer la voiture. Et De Funès devient un carrossier, en musique. Et ça aussi, c'est très très beau. Moi, j'avais choisi La Grande Vadrouille, parce que voilà un film que j'ai vu au cinéma, que j'ai vu à la télévision et que j'ai en DVD. Parce que j'aime le regarder et le montrer aux enfants et aux petits-enfants maintenant. Ouais. La scène du ronflement, évidemment.
dans le lit, c'est extraordinaire. Comment il fait avec sa bouche et tout, c'est magnifique. Et comment il se moque des Allemands, bon, c'est magnifique. Je ris toujours en voyant ce film. Et puis, oui, voilà, il y a un film belge. C'est un film qui a été réalisé un peu dans les décors où nous tournons. Film de l'autre partie, 60, dans le Hainaut, dans les Charbonnages. Oui, voilà, près de Charleroi. Il y a une scène magnifique, qu'on voit ici d'ailleurs, film de Paul Meyer, déjà s'envole la fleur maigre, et on voit les enfants qui, sur les terris, ils mettaient un couvercle de peau de bitume, voilà, on met ça en dessous de soi, et de poubelle, sont derrière, ou de couvercles de poubelle aussi, sans la poignée, et on se met à glisser, et ça glisse très vite. Et quand on tourne notre film Tori et Lokita, on repense à ça. Et parce qu'il s'échappe du hangar à cannabis, là, où la mafia les poursuit, etc. Et pour descendre un talus, le gamin a une idée de prendre un morceau de courroie de machine, un gros caoutchouc, de s'asseoir dessus avec Lokita et de descendre, voilà. Voilà, une sorte d'hommage au film de Paul Meyer. Hommage au film de 1961, je crois, de Paul Meyer. Je vous ai mis un film, je sais pas si vous l'avez vu, j'imagine que oui, mais je sais pas, Close. Oui. Parce que je voulais vous parler de l'actrice Émilie Dequesne, forcément, et de comment vous, en tant que cinéaste, vous avez suivi sa carrière. L'histoire, c'est quand on arrive à Cannes avec Rosetta, Émilie a un souci, une obsession qu'elle nous dit. Moi, je ne veux pas. Elle avait 17 ans. Moi, je ne veux pas qu'ici on pense que je suis Rosetta. Je veux pouvoir faire autre chose. Je veux être différente de Rosetta. Les quelques jours qu'on est là, c'est d'essayer de trouver dans les garde-robes qui sont à la disposition des actrices et des acteurs, des habits qui la distinguent le plus de Rosetta. Et elle arrive avec cette robe magnifique, le soir du palmarès, et elle monte la scène, et elle a le prix d'interprétation. Un talent énorme. Émilie continue sa carrière, tourne dans beaucoup de films. Moi, j'ai beaucoup ici aimé dans Close. Je l'ai beaucoup aussi aimé dans le film d'Emmanuel Mouret. Moi, j'ai été bluffé. Rôle secondaire, vraiment. Oui, un rôle secondaire, mais j'ai été bluffé. Et un jour, elle nous a dit, ce serait bien qu'on travaille ensemble. Mais oui, Émilie, on y pense. Sans doute, on l'aurait fait. Et elle nous a dit, mais pour vous, je suis toujours Rosetta. Mais c'est vrai. C'était vrai. Et une autre chose d'Émilie, moi, je me souviens. À un moment donné, elle a fait un peu de théâtre et elle a joué Mademoiselle Julie ici à Paris. Et quand elle a eu le prix, la Palme d'Or de l'interprétation féminine avec une actrice de Dumont dans l'Humanité, beaucoup de gens avaient été mécontents. C'est pas une vraie actrice. Le film aussi, la caméra bouge tout le temps, ça va pas. En plus, ces filles n'ont jamais joué de leur vie, autant dans le film de Dumont d'ailleurs mais je parle d'Émilie. On disait, oui, c'est même pas une vraie actrice, etc., etc. Et elle fait ça, elle va jouer cette pièce, là, dans cette pièce. Et un de ceux qui l'avait critiqué était Jean-Claude Brialy. Et il est venu la voir jouer. Et là, il est venu, et puis il est venu dans sa loge, et il lui a apporté quelque chose et un mot, où il lui disait qu'il s'était trompé, que c'était une grande actrice. Et ça, pour elle, parce qu'il n'y a rien à faire, elle admirait Brialy. Elle admirait les acteurs, les actrices, Jeanne Moreau, enfin, toutes les grandes, parce qu'elle nous avait envoyé une petite lettre. Quand on fait le casting, on demandait avant, maintenant elles font des petites bandes vidéo, les jeunes filles ou les jeunes hommes. Mais à l'époque, c'était une petite lettre et une photo. Elle avait mis, je veux devenir une grande parmi les grandes. Elle avait 16 ans et demi, 17 ans. Et donc, pour elle, c'était génial qu'il soit venu, et voilà. Et reconnaître son talent, quoi. Et voilà. Bon, c'était un beau moment quand elle m'a dit ça et que j'ai vu qu'elle était heureuse, quoi. Très bien. Lui qui avait choisi en homme. Pour ne pas être, sans être trop long, magnifique film de Toledano et Nakache. Voilà. Check. On va tout déchirer? Je vais tout déchirer. Bah, j'espère bien. Enfin, pas tout quand même, hein. J'aime bien quand tu souris. Bon, on va pas se faire des déclarations d'amour toute la journée parce qu'il faut aller travailler maintenant. Bon, c'est une histoire où les gens sont différents. Même Reda Kateb et Kassel est juif, Reda Kateb est arabe, vraisemblablement musulman. Et ils travaillent ensemble. C'est magnifique, par rapport à aujourd'hui notamment.
Et aussi les enfants autistes et, entre guillemets, les enfants normaux. C'est 2 services sociaux, services publics, aidés par l'État, travaillent à ce que ces enfants autistes aient une vie, s'intègrent dans la société. Non, et puis pour être franc, je suis pas sûr qu'on soit vraiment adapté à ce genre de profil. Monsieur Marchetti, Joseph, nous on le connaît et on l'accompagne depuis déjà pas mal de temps. Pour un jeune homme comme lui, après 18 ans, il n'y a plus grand-chose. Ils sont différents, oui, mais on respecte cette différence et on essaye d'aménager des plages où ils peuvent vivre, avoir une vie et être heureux. Bon, alors il y a la scène dont je crois tout le monde se souvient quand le garçon arrête le train, le train. Voilà, c'est magnifique. C'est un film qui inspire le respect. Il est très beau et surtout il inspire pour les gens, les jeunes spectateurs, le fait de respecter l'autre, voilà, de respecter la différence. Je vous propose qu'on aille rapidement dans le côté anglo-saxon. Allons-y. Meurtre d'un bookmaker chinois. Ah oui. Cassavetes. Yeah. Didn't find him, did you? No. I didn't want to find him. I don't understand. I don't want to reduce the gun. Don't. Il faut le voir. Ceux qui ne l'ont pas vu, il faut le voir. Pour Seymour Cassel. Et une scène qui me reste, parmi tant d'autres, mais que je vais juste épingler en 2 mots, c'est la scène quand Seymour Cassel est enfermé, arrive à un rendez-vous dans un grand garage, enfin dans un grand hangar, et pendant je ne sais pas combien de minutes, il va être poursuivi, il va faire exister un hors-champ, en descendant, en courant, en se cachant. On ne verra jamais les gens qui lui veulent du mal, qui veulent le tuer, mais c'est lui qu'on suit, c'est lui qu'on filme, c'est formidable. Donc, et puis les filles qui jouent avec lui, ses copains, tout ça, son chauffeur, des gars qui lui ouvrent la porte, et chaque fois il est déjà sorti le temps que le chauffeur fasse le tour de la bagnole, parce que la voiture est trop grande. Alors quand il est déjà sorti, il dit salut. You get slow, Lamar. Beat you again. Alfred, where's your glass? Style, not twist. Oui, et puis c'est The show must go on. The show must go on. C'est l'artiste qui veut continuer à, comme on disait tout à l'heure, pour tous en scène, quoi. Ouais, ouais. Et puis alors, un choix commun. Un choix commun. Oui, il est sur notre Wendy et Lucie de Kelly Reichardt. Magnifique film entre une jeune femme et son chien. Don't bother anybody, okay? Be right back with a treat. Ce qui est magnifique, c'est cette rencontre, j'oublie le nom de l'acteur. Le grand gars, là. Le gardien de parking. Le gardien de parking. Quand elle arrive avec sa voiture est en panne, et un lien va se nouer entre cet homme, qui a l'air taciturne, un peu rébarbatif, qui la regarde venir, et tout doucement, un lien va se lier entre elle et cet homme. Et c'est magnifique. Son chien a disparu, elle cherche son chien et le monsieur essaye de la renseigner comme il peut à partir des informations qu'il peut avoir, recueillir. C'est extraordinaire comment c'est filmé, c'est une rencontre humaine. You know, if you need a contact for the pound or anything, I'm just standing here with my hands in my pockets all day. You can use my phone number if you like, you know. L'autre scène que je retiendrai, c'est quand elle découvre où est son chien. Son chien a été recueilli, il s'est perdu, et il a été recueilli dans une maison par d'autres gens, et elle se rend compte qu'elle, elle peut plus s'en occuper. Elle part en train, mais elle va saluer son chien. Elle va lui dire au revoir. Be good. Magnifique rencontre, séparation, rencontre humaine et séparation qui est aussi une rencontre avec son chien. Voilà. Je vous propose qu'on conclue cette interview par un rayon qui est trop peu cité, je trouve, dans ce format, qui est le rayon documentaire. Vous avez mis les 3 sœurs du Yunnan de Wang Bing. J'en suis très très content. Mais j'ai vu aussi qu'il y avait dans l'autre rangée un film de Johan van der Keuken. Et Van der Keuken était pour nous, dans notre vie de jeunes cinéastes à l'époque, était une rencontre importante. On a eu la chance d'être invité à un séminaire qu'il tenait
dans une école de cinéma à Bruxelles, à l'Assas. Nous, on commençait nos documentaires, on travaillait nos documentaires. Et Johan est venu dans cette école et de manière très simple et très intelligente, il a raconté comment il travaillait. Depuis ses scénarios, qui étaient ses scénarios pour les commentaires, jusqu'à comment le montage, la musique, pas la musique. À travers ce cinéma, nous avons compris que le cinéma, c'était aussi une matière. Comme un sculpteur il y a la terre. Et ça, nous, on était peut-être un peu plus abstrait dans nos affaires, on raisonnait un peu, et Johan aussi raisonnait. Mais il nous a, oui, fort. Mais on a compris que le cinéma, c'était aussi de la matière. La manière dont il parlait de ses films nous a fait, sans qu'il nous le dise, nous a fait comprendre et intégrer ça. Donc merci Johan. C'est bien les Trois Sœurs, mais je ne m'en souviens pas assez. Moi, celui dont je me souviens plus ou moins, en tous les cas qui m'a fort impressionné, c'est Les âmes mortes. Et à un moment donné, ceux qu'on appelle les droitistes, les paysans, les propriétaires, sont des gens qu'on exclut et qui vont dans des camps, dans le désert, et qui sont gardés par d'autres gens. À un moment donné, il y a une famine et les gens meurent de faim et, en gros, on les laisse mourir de faim. Les gardiens de l'époque, qui avaient 18 ans, 20 ans, aujourd'hui en ont 70, 70, 80, témoignent dans le film. Et c'est magnifique parce que la caméra de Wang Bing, les gens ont des activités ou pas, mais ils restent. Et ça dure. Et ça dure, je résume très fort, mais ça dure le temps que les gens arrivent à dire ce qui s'est passé, ce qu'ils ont vu, et qu'ils ont toujours dit qu'ils n'avaient pas vu. Donc leur remords, ou bien au contraire, leur satisfaction d'avoir agi comme ils ont agi. Hein? C'était quand même des droitiers, ils étaient contre le communisme, ils n'avaient qu'à crever, bon, ou bien non. Et c'est formidable, parce que je dirais, c'est des états de la conscience humaine. C'est-à-dire, à un moment donné, ces gens, il n'y a rien à faire. Ils ont eu de la compassion. Tous. Quels qu'ils soient. Mais le parti, le surmoi du parti continue de leur dire encore, non, je pouvais pas les aider quand même. Le parti d'abord. L'autre dit, moi j'étais divisé, je pensais que, et je pensais que. Et parfois je suis allé leur donner à manger. L'autre dit, moi, j'ai eu beaucoup de compassion pour eux et j'ai quitté à ce moment-là. Donc, vous voyez, des comportements humains devant la souffrance de ces gens qui étaient des droitiers, des ennemis. Donc, normalement, ils n'étaient pas destinés à mourir. Je n'ai pas dit ça, mais comme il y avait la famine en même temps, bon. Et alors, vous avez c'est-à-dire, parce que pour nous, ce qui compte pour nous quand on fait un plan, c'est toujours le rythme. Et ça, ce sont des leçons de rythme qui nous donne Wang Bing. Et je pense que les films de Wang Bing, que les Chinois ne voient pas ou quasi pas, mais ils verront un jour. Et ça va aider, parce que le cinéma, c'est une de ses fonctions quand même, et que ça éduquera, ça les éduquera, ça fera prendre conscience de certaines choses, et ça permettra à d'autres cinéastes qui ne sont pas encore nés de faire des films. Et après, il faut qu'on arrête parce qu'on ne saura plus comment on s'appelle. Eh ben, merci beaucoup. Merci. Merci. Colmini.